Bonjour Lison Dubreuil, je vais très bien, je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous voilà. Merci. Merci de votre invitation. C'est vraiment formidable pour moi que Bouquinbec organise mon lancement. Merci beaucoup, Louis. Merci. Avec plaisir. Alors Oui. je le disais en introduction, ce qui nous amène là, c'est effectivement, c'est un peu le lancement de votre livre qui est en train de se produire. Euh, Situation oblige, effectivement, il n'y a pas pu avoir d'événement en présence, mais voilà, nous allons pouvoir en parler quand même ensemble. Oui. J'aimerais tout simplement, si vous le voulez bien, commencer, si vous pouviez vous présenter un peu et nous raconter quel a été votre parcours jusqu'à la publication. Et avec plaisir. D'abord, je suis née à Montréal en 1951. Je suis même née dans le quartier où j'habite encore présentement, tout près du marché Jean Talon. Mes parents avaient un appartement dans le Parc Extension et le plus drôle de la chose, c'est que mes parents n'étaient pas mariés. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que mon père avait un ami juif ce qui a permis à ma mère de donner naissance à l'hôpital juif et de me ramener à la maison. Parce qu'autrement, bien, je serais née à l'hôpital de la Miséricorde et je ne sais pas dans quelle famille je me serais retrouvée, j'aurais été adoptée par quelqu'un d'autre. Et, euh, et la vie était quand même assez facile avec notre famille, mais mon père ne croyait pas aux études, ce qui fait qu'à 16 ans, il m'a dit, ah, tu vas sur le marché du travail. Après tout, tu vas te marier, puis un mari va te faire vivre. Donc, pas besoin d'étudier. Alors, à 16 ans, je me suis retrouvée sur le marché du travail, mais à 19 ans, le gouvernement a décidé de faire passer la majorité de 21 à 18. Tout à coup, du jour au lendemain, je suis devenue maître de mon destin. J'ai annoncé à mes parents, j'habitais encore chez mes parents, je leur ai annoncé, je retourne aux études. Et je suis devenue, quelques années plus tard, j'ai obtenu un baccalauréat en biochimie de l'Université McGill. J'ai été à McGill parce que mon père était un séparatiste et pour lui, c'était très important d'aller à l'université en français puisque j'avais décidé d'aller à l'université. Alors, j'ai choisi McGill pour apprendre la langue et puis pour être un petit peu contestataire tout en ne l'étant pas vraiment. Étudier la biochimie m'a passionné. Travailler dans un laboratoire, beaucoup moins. Je n'étais pas fait pour ça. Je me suis retrouvée agente d'immeuble, courtière éventuellement, et j'ai fait carrière dans ce milieu-là pendant 26 ans. À la retraite, enfin libérée de toute obligation, je me suis inscrite à un cours qui s'appelait Écrire ses mémoires. Et je me suis passionnée pour ça et j'ai commencé à écrire mon premier livre. 4 ans plus tard, naissait La vie derrière soi. Et 4 ans plus tard, Nina Berberova. D'accord, alors une formation scientifique à l'origine qui a finalement mené donc à ces ateliers d'écriture plus tard. Oui. La formation scientifique, c'est assez intéressant parce que ça donne quand même des bases de structure qui m'a permis de aimer faire les recherches pour mes 2 livres. J'ai eu besoin de beaucoup de recherches pour connaître La vie derrière soi. Mon premier livre, c'était l'histoire de ma mère, mais ma mère était déjà décédée depuis presque 25 ans quand j'ai commencé à l'écrire. J'avais donc besoin de faire des recherches et je crois que la base scientifique que j'ai eu la chance d'avoir grâce à l'Université McGill m'a beaucoup servi et encore plus pour la recherche de Nina Berberova. Parce qu'elle, naturellement, je savais rien d'elle. Je devais donc partir de zéro et essayer de monter tout ce que je voulais savoir sur elle. Je connaissais bien sûr ses livres. Je ne l'ai pas choisi au hasard. Je l'ai choisi parce que j'aimais passionnément ses livres. Oui. Oui, alors effectivement, on va y revenir parce qu'il y a la dimension de la recherche est très importante, vous, dans vos 2 livres. Avant ça, quand même, je serais curieux de savoir, pendant toute votre vie professionnelle, quelle était la place de l'écriture? Est-ce que c'était quelque chose que vous faisiez régulièrement? Où est-ce que vous en étiez? L'écriture, pour moi, c'était d'abord et avant tout les livres des autres.
j'aimais lire beaucoup, j'ai lu beaucoup. À l'université, entre autres, parce que j'étudiais en anglais, ce qui était très exigeant pour moi, étant donné que je n'étais pas parfaite bilingue. À l'université, j'avais suivi des cours sur certains poètes français. En français, c'est Miguel malgré tout. Et ça m'a ouvert à un monde très particulier. Des gens qui sortent de l'ordinaire. Déjà avant ça, j'aimais déjà la littérature. Je me rappelle, jeune, mes parents étaient surpris de voir, j'étais la première à rentrer des livres chez moi parce que mes parents ne lisaient pas ni l'un ni l'autre. Et ils étaient très surpris de voir que j'aimais, entre autres, Pearl Buck, où j'avais presque toute la série, dont, entre autres, le livre La mer, je me rappelle très bien, Agaguk des Thériault, qui m'avait énormément marqué, et bien sûr, Anne Souillin, à l'époque, avec sa fameuse La montagne est jeune. Déjà, il y avait ce fond-là. À l'université, en suivant des cours de poésie moderne, ça a été très intéressant pour moi aussi d'aller dans ce monde-là. Blaise Cendrasse, entre autres, avec un poème qui disait si tu vois une pierre et qu'elle te sourit, iras-tu le dire? Je me rappelle encore de ce poème-là parce que j'étais en sciences, dans le très concret, et là, j'entends quelqu'un, un professeur, me réciter avec emphase si tu vois une pierre et qu'elle te sourit, iras-tu le dire? Imagine les deux mondes entre la science et la folie de ce que pouvait représenter Blaise Cendrasse à l'époque. Ah oui, J'ai beaucoup aimé ça d'Almira. Oui, oui. un choc, effectivement. Et alors, donc, le chemin vous a mené jusqu'à ces ateliers d'écriture, alors, il y a quelques années. Je tenais un journal. Je tenais un journal que j'appelais Mes libres pensées. J'ai tenu ce journal-là très longtemps, je dirais une bonne quinzaine d'années, pendant que je travaillais. Et du côté gauche, j'y mettais des phrases très intéressantes que je lisais. Par exemple, j'ai été passionnée de Marguerite Yourcenar. J'ai lu toute son œuvre, ou à peu près toute son œuvre. Les phrases que je trouvais magnifiques, je les mettais du côté gauche. Et du côté droit, j'écrivais mes réflexions, je collais mes photos, je collais des trouvailles et mes réflexions générales sur la vie, etc. Et c'est le côté gauche qui était pour moi le plus fascinant pour retenir ces belles phrases que j'aimais tant. Et ce journal-là m'a accompagné une quinzaine d'années. Pour ce qui est de l'écriture comme telle, c'est vraiment arrivé à la retraite, où j'ai pris une décision de me lancer dans l'écriture. Et je me rappelle que c'est suite justement à un livre de Nina Berberova qui s'appelle Le roseau révolté. Et je me rappelle très bien, je me revois encore au café après l'avoir lu 2 fois coup sur coup parce que Nina écrivait surtout des petits essais, des livres pas très longs, une centaine de pages environ. Et je me rappelle très bien, elle m'a dit, si un jour j'écris, c'est comme elle que je veux écrire. Ouais. D'accord, je vois. Donc, il y avait ce journal quand même qui vous a suivi tout le long. Et alors, avec ces ateliers d'écriture, le projet de livre a germé assez rapidement dans votre tête? Ça s'est imposé assez rapidement, Ah non? oui, 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 tout à fait. En prenant ma retraite, déjà, dès que je me suis inscrite au cours Écrire ses mémoires, il fallait à chaque semaine lire ce qu'on écrivait. La première semaine, tu arrives avec ce que tu as écrit, tu n'es pas trop sûr. Là, il y a des commentaires qui se font dans la salle. On n'était pas nombreuses, peut-être une douzaine de personnes. Et tu vois aussi l'écriture des autres et tu vois ce qui te frappe et ce qui te frappe moins en travail, en processus d'écriture. Et là, ça t'oblige à travailler davantage. Et, et, et là, tu réécris jusqu'à temps que ce que tu vas produire, ce que tu vas lire à la rencontre soit épatant, reçoive les compliments des autres autour, que les autres le trouvent intéressant. Alors, l'écriture a pris forme comme ça. Et après un certain moment donné, je me suis dit, j'avais un sujet tout trouvé, la vie de ma mère. Alors, c'était très, très facile pour moi. Ce sujet-là était important pour moi et il me permettait de partir en recherche, d'aller faire des recherches sur elle. J'ai eu la chance elle venait d'une petite ville qui aujourd'hui ne s'appelle plus Asbestos parce que cette semaine, ils viennent de changer le nom. Je ne sais pas pour quel nom d'ailleurs, mais c'était donc la ville d'Asbestos. Et à la Grande Bibliothèque de Montréal,
il existe un petit journal local qui s'appelle l'Asbestos. Alors, mon mari et moi, on s'est ramassés là tout un été de temps à passer à travers le microfilm, parce que ce n'était pas sur Internet encore, à passer à travers le microfilm, à aller chercher le plus d'informations que je pouvais trouver sur ma mère, et j'en ai trouvé. À ma grande surprise, après peut-être une dizaine ou une quinzaine de petits cahiers qu'on a fait page après page, tout à coup, qu'est-ce que je vois arriver? Le nom de ma mère dans le journal. Là, c'est vraiment, là, c'est un émoi incroyable. Et on continue, et là, j'apprends qu'elle s'est mariée là-bas. Ah, elle s'est mariée là-bas, tiens. Et tout à coup, j'apprends qu'elle a eu un enfant là-bas, elle a eu un enfant là-bas, alors, ainsi de suite. Alors, ça a été vraiment une belle, belle recherche, belle découverte. Et ça a donné le beau petit livre, après 4 ans d'effort, qui s'appelle La vie derrière soi. Oui. Oui, ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que bah, ça a été un travail de recherche et un travail en fait plein de surprises aussi, parce que vous avez découvert, complètement appris plein de choses sur votre mère en fait en faisant ce travail-là. Oui, et en fait, j'avais déjà un petit fond parce que mon père me faisait excessivement confiance et à un moment donné, il m'a glissé que lui et sa femme, c'est-à-dire que lui et ma mère, n'étaient pas mariés. Et ça ne pouvait pas se parler quand j'étais jeune parce que c'était péché mortel. Ça ne pouvait pas se parler. Mais mon père, malgré mon jeune âge, peut-être parce que j'étais sur le marché du travail déjà, il m'a glissé ça, mais il n'était pas question qu'on en parle. Il ne voulait pas en parler, c'est secret, tu le gardes pour toi. Et je l'ai gardé pour moi presque toute ma vie, pour ainsi dire. Mais rendu à la retraite, je voulais bien savoir quand même qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de ma mère et je suis allée à la recherche de ce qui s'était passé dans sa vie. Tout ce qui s'est passé dans sa vie, je l'ai appris dans mes recherches parce que personne n'était là pour m'en parler. Et alors, cet ouvrage-là donc est vraiment est une biographie vraiment basée sur les recherches, les liens que vous avez dû recréer pour C'est ça. comprendre. Oui, 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 oui. Et donc, comment est-ce que comment est-ce que s'est manifesté le, le besoin ou l'envie d'en faire un livre? C'était vraiment important que cette étape-là soit franchie pour vous? Mais en fait, l'écriture était déjà importante. Je dis souvent que le premier livre que j'ai écrit, c'est d'abord l'histoire d'une écriture. Je voulais écrire l'histoire de ma mère, mais je voulais surtout l'écrire avec un certain style d'écriture. Je voulais me rapprocher de l'écriture de Nina Berberova. Je ne crois pas avoir réussi ça, mais c'était le but que je m'étais donné. Je voulais devenir une écrivaine avec un style. Et le deuxième livre est c'était comme la suite naturelle des choses, avec un sujet complètement différent, un sujet cependant qui me captivait. Et j'avais besoin d'écrire sur quelqu'un qui me touchait, de qui je voulais parler. Et Nina Berberova est toute une personnalité. On va en parler un peu plus tard, sans doute, mais c'est vraiment, tu vas voir, c'est tout un caractère, toute une personnalité. Et pour moi, c'était comme c'est un sujet trouvé déjà. Comment en parler? Ça, c'est là que l'écrivaine entre en jeu. Et c'est pour ça que je l'appelle biographie fantaisiste, parce qu'il y a beaucoup de fantaisie autour, sauf sur la vie d'elle-même. La vie de Nina Berberova, elle est basée sur les recherches que j'ai faites. Encore une fois, 4 ans de recherche, quand même quelque chose, sur Internet et à gauche, à droite. Et aussi sur l'écriture comme telle. Les chapitres ont été réécrits 20 fois minimum pour arriver à dire de la façon dont je voulais le dire. Ouais. D'accord, oui, intéressant. Alors vous évoquiez donc ces groupes d'écriture qui existent effectivement, et ils sont nombreux et qui permettent vraiment une émulation que les auteurs s'entraident. Je le mentionne juste au passage, les gens qui nous écoutent, si jamais vous avez besoin aussi d'un peu d'accompagnement dans l'écriture, nous, chez Bouquinbec, on a à notre niveau essayé aussi de proposer des choses en ce sens-là. Vous pouvez par exemple aller dans la section ressources de notre site internet. On a rédigé un guide de l'écriture pour voilà, essayer d'aller puiser en vous cette inspiration et ces thèmes d'écriture. Reprenons alors le fil un peu chronologique de votre parcours. Donc,
vous voilà à découvrir la vie de votre mère, à faire les liens. Est-ce que vous connaissiez, qu'est-ce que vous connaissiez au sujet du monde de l'édition et comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à Bouquinbec? Ah oui, ça, le monde de l'édition, non, je connaissais rien du monde de l'édition. Une fois que j'ai eu terminé mon livre dans ma tête, qu'il était terminé 4 ans plus tard, j'avais un manuscrit dans mes mains, je savais une chose par les lectures que je faisais, les auteurs envoient leurs manuscrits aux éditeurs. Donc, j'ai envoyé mon manuscrit à tous les éditeurs de Montréal ou presque, peut-être une dizaine ou une douzaine d'éditeurs. Et je me suis assise à côté du téléphone et j'ai attendu qu'il sonne parce que j'étais certaine qu'ils allaient tous sauter dessus et que j'aurais un choix à faire. Quel éditeur? Vais-je choisir Montréal? Vais-je choisir le MEAC? Je me demandais lequel j'allais choisir. Là, je me disais, mais tout à coup, je choisis trop vite. Et que là, je regrette parce que finalement, un autre éditeur que j'aurais préféré me demande. Ben, je n'ai pas eu ce problème-là. Ils m'ont tous dit non. Il n'y en a aucun qui m'a choisi. Alors, je me suis retrouvée 3 mois plus tard à être assise à côté du téléphone, à toujours attendre que le téléphone sonne. Et j'ai dit, bon, alors je veux ce livre-là en livre, qu'est-ce que je fais? J'ai cherché sur Internet et tout à coup, j'ai vu une belle petite image de zèbre qui est en train de lire un livre. Oh, mon Dieu, mais c'est trop beau. Alors, je me suis informée tout de suite sur cette maison et cette maison-là organisait des 5 à 7 pour recevoir des aspirants écrivains comme moi et leur montrer ce qu'ils offrent. Alors, je suis allée à un 5 à 7, j'ai rencontré Sylvie Dulac, qui est la propriétaire avec son mari, toute l'équipe, des graphistes, des informaticiens, des reviseurs littéraires, des écrivains comme moi, aspirants écrivains. Et là, chacun explique leur métier, ce qu'ils font, comment ça fonctionne. Et on choisit à travers ça qui nous intéresse dans ce groupe-là, selon nos besoins aussi. Alors, c'était tout trouvé pour moi. J'ai donc décidé de faire affaire avec ce groupe-là, Bouquinbec. Ça s'appelait Bouquinbec. Et alors, en fait, tout d'un coup, vous vous êtes retrouvé à vous diriger ce projet de livre, en fait, à vous prendre les décisions. Est-ce que c'était déstabilisant pour vous? Comment s'est passé le travail avec les collaborateurs? Bien, disons que on apprend ce qu'est l'édition en passant par un groupe comme ça. Alors, j'ai choisi un réviseur littéraire tout de suite, une personne, une dame qui m'a demandé d'envoyer mon livre par Internet et par Internet, par écran, on voyait les deux, ce qu'elle me suggérait comme correction. Est-ce que j'acceptais les corrections? Naturellement, les fautes d'orthographe. Je ne suis pas un génie dans l'orthographe, donc les fautes d'orthographe, on en parlait, on les corrigeait. Et également, la manière de dire les choses en français aussi. Elle me faisait des suggestions. La jeune d'ailleurs, était une Française. Il y a des expressions très québécoises dans mon premier livre, puisque je raconte l'histoire de ma famille québécoise. Et ces expressions-là ne pouvaient pas être changées, même si c'était peut-être pas tout à fait français, entre guillemets. On a eu beaucoup de plaisir à discuter sur cette chose-là. Donc, une fois que la révision littéraire était faite, là, il fallait l'envoyer à la graphiste qui, elle, m'a proposé. C'est elle qui m'a proposé, vous voyez le livre ici, là, on le voit ici en haut. Oui, en arrière-plan. Très belle couverture. Elle m'a demandé d'envoyer des photos de ma mère, des photos dont moi, je voyais comme première page. Je lui ai envoyé et elle m'a fait des suggestions sur quelle photo choisir, comment la présenter, quelle police choisir, comment présenter le livre à l'intérieur pour que ce soit vraiment très professionnel comme livre. Alors, ils m'ont accompagné du début à la fin dans ça. J'ai vraiment eu un service là, que je qualifie d'hors pair. Et voilà le produit que ça l'a donné. Et j'ai vraiment pas hésité pour le deuxième. Pour le deuxième, je me suis pas posé de questions. Là. Je me suis tout de suite rendue chez Bouquinbec et j'ai dit, voici, c'est mon deuxième et je veux qu'il soit une révision littéraire et un graphisme en même temps. Oui. Super, super. Alors oui, ce deuxième livre, donc, registre légèrement différent. Ce n'est plus une biographie familiale, c'est sur une auteure qui vous avait marqué pendant des années. C'est
c'est un livre sur une auteure, oui, c'est sur Nina Berberova, russe, qui a quitté sa Russie en 1922 et donc qui a connu la révolution russe, la révolution d'octobre de 1919. Elle était d'une famille bourgeoise, donc c'est des gens qui étaient à l'aise et qui se retrouvaient du jour au lendemain avec plus rien, pour ainsi dire. Elle est partie avec son amoureux, elle avait 21 ans, jeune, un peu insouciante, heureuse de quitter la Russie, mais surtout heureuse d'aller vivre sa vie avec un amoureux. Et elle est partie faire un voyage en Europe pensant qu'il durait quelques mois. Finalement, ben, il a duré toute sa vie. Elle est restée 25 ans à Paris. En 1950, elle a décidé, parce qu'elle n'avait plus de travail, elle ne réussissait plus à trouver de travail en France pour différentes raisons politiques, et elle a décidé de venir rejoindre ses amis russes à New York. Donc, elle émigre à 49 ans, sans savoir l'anglais. Elle arrive là-bas et pendant peut-être 6-7 ans, elle végète un peu, elle gagne sa vie plus ou moins bien, mais elle apprend l'anglais parce qu'elle est passionnée de littérature, naturellement, et elle veut lire des auteurs anglais. Donc, elle apprend l'anglais parfaitement. Elle l'apprend tellement bien qu'elle devient professeure de russe à l'université Yale. Et là, il y a un professeur de cette université-là qui s'aperçoit que c'est une experte en littérature russe. Il décide donc de l'engager comme directrice de maîtrise à l'université Princeton. Et elle fait carrière à l'université Princeton. Mais cette dame-là n'a pas de diplôme universitaire. Et elle enseigne dans 2 universités quasiment les plus prestigieuses des États-Unis. Et tout à coup, bien, elle aussi doit prendre sa retraite. Et tout à coup, un de ses livres, traduit par une de ses amies de Paris, ce livre s'appelle L'accompagnatrice, traduit par Lydia Schweitzer. Lydia Schweitzer essaie de le faire accepter par les différents éditeurs français, tous refusés, les uns après les autres. Finalement, en désespoir de cause, elle entend à la radio que quelqu'un vient de partir une petite compagnie d'édition à Arles et elle dit, bon, coudonc, je vais toujours bien l'envoyer là, on verra bien. Et cette petite maison d'édition à l'époque, eh bien, c'est Actes Sud et le monsieur qui reçoit le livre, c'est monsieur Hubert Nissan. J'ai lu tout ce qui a été écrit sur Nina par Hubert Nissan, entre autres dans L'éditeur et son double en 3 volumes. C'est passionnant. L'histoire est passionnante. Alors, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à suivre Hubert dans les choix qu'il a faits. Il lit L'accompagnatrice. Il n'en revient pas que personne à Paris s'est arrêté sur cette écriture. Il n'en revient tout simplement pas. Il appelle la dame au New Jersey, à Princeton, et il lui demande, voulez-vous que je sois votre éditeur? Et elle, à 85 ans, eh bien, elle a pleuré de joie, naturellement, parce qu'elle a dit oui à ça. Alors, je raconte cette histoire-là dans mon livre, Nina Berberova et Bertha, ma grand-mère, parce que, comme disait Hubert Nissan, on ne peut écrire sans s'écrire. Alors, j'ai fait intervenir ma grand-mère. Elle est devenue l'amie très proche de Nina Berberova, très, très proche. J'ai donc emprunté le nom de ma grand-mère Bertha. Je lui ai fait vivre beaucoup d'aventures et surtout, ça m'a permis d'utiliser sa maison de la rue Saint-Denis, sa crédence, quelques-unes de ses actions qu'elle a fait. Et j'ai fait tourner la vie de Nina, toutes ses pensées, je les ai fait tourner en échange entre ma grand-mère et Nina Berberova. Oui. Oui. Donc vous avez saupoudré en fait de fiction cette histoire. C'est le côté fantaisiste de la biographie. Mais tout ce qui a trait à Nina Berberova est authentique dans les recherches que j'ai faites, proviennent toutes des recherches que j'ai faites. Je suis allée aux archives de Yale, je suis allée aux archives de Princeton et je suis allée aux archives de la Bibliothèque nationale de France. C'est à ces 3 endroits-là qu'elle a laissé des archives. Elle en a laissé aussi en Californie, mais les archives de Californie, c'est sur le début de sa vie, c'est-à-dire quand elle a quitté
quand elle a quitté la Russie pour s'en aller à Berlin d'abord et en France après. Ces archives-là sont à Berkeley, en Californie. Et j'ai été aussi faire des recherches à l'Université Concordia à New York parce qu'il y avait beaucoup de documents qui étaient Columbia, excusez-moi, Columbia, parce qu'il y a beaucoup de documents qui étaient à cet endroit-là, à New York. Et là, je ne sais pas si je devrais le dévoiler parce que c'est dans mon livre et c'est tellement drôle. Ben, j'ai presque le goût de le dire. Je suis tombée à un moment donné sur un document. Elle n'avait pas que des amis. Hein. Berberova, le monde russe, c'est un monde bien particulier. Si vous lisez mon livre, vous allez voir ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'à New York, elle est entrée avec un visa temporaire. Et à un moment donné, bien, son visa a expiré. Et quelqu'un est allé le dire au gouvernement, ce qui fait qu'elle a reçu un avis d'expulsion. Alors, il fallait qu'elle sorte de New York. Mais là, elle ne voulait pas sortir de New York, que ça allait trop bien, ses affaires. Elle n'était pas encore professeure à l'université, mais quand même, la vie était beaucoup plus intéressante, même qu'à Paris, parce que c'était plus facile. Il n'y avait pas eu la guerre à New York, donc elle ne voulait pas. Et elle s'est mariée. Et là, j'ai dit à mon mari, ben, si elle s'est mariée, il existe un certificat de mariage, on pourrait peut-être le trouver, ce certificat de mariage-là. Mon mari dit, ben voyons, ils ne donneront jamais ça. Ben bon, essayons. Alors, comme il est très habile avec Internet, il a fait des recherches et effectivement, on a pu se présenter à l'endroit où ce certificat-là se trouvait et nous l'avons trouvé. Et Jean avait raison, ils ne me l'ont pas donné, ils me l'ont vendu, ce qui fait que je l'ai. Le certificat de mariage de Nina Berberova. Elle s'est mariée en 1954 avec un monsieur qui s'appelle Georges Kochevitsky. Là aussi, vous avez tout ça dans mon livre. Toute l'histoire est racontée. C'est très, très impressionnant. Certains auteurs, oui, écrivent parfois sur des personnages publics qui ont existé. Vous, c'est un véritable travail de détective que vous avez mené, en fait. Oui. Des deux côtés de l'océan Atlantique, avec toutes ces recherches, vous avez vraiment retracé le parcours de cet auteur. Oui. D'une recherche à l'autre, hein, parce qu'on lit quelque chose sur Internet qui t'envoie quelque part. Il y a entre autres une auteure qui s'appelle Ida Jonker qui a écrit Le monde de Nina Berberova et c'est elle qui m'a mis sur la piste des différentes archives, que ces archives-là existaient. Et naturellement, ben, s'il existe des archives à Princeton, c'est au New Jersey, c'est à côté d'ici, c'est à peine à 8 heures de route. Alors, c'est sûr qu'on va y aller, c'est sûr qu'on y va. Princeton est une université privée. Donc, n'entre pas là qui veut. Même si vous voulez aller visiter, vous n'allez pas rentrer parce que c'est une université privée, ça prend des papiers. Alors, j'ai donc fait les demandes d'avance, j'ai obtenu l'autorisation, rendu sur place, ils ont pris ma photo et j'avais le droit d'aller seulement aux endroits que j'avais demandé, pas ailleurs. J'ai voulu visiter toute la grande librairie. Non, vous pouvez visiter la partie de Slavic Department seulement. Vous avez demandé ça, c'est ça que vous visitez. C'est déjà beaucoup, mais quand même, c'est pour vous dire. Oui, très impressionnant et on comprend mieux ce qu'on évoquait plus tôt. Alors oui, ce côté scientifique, ce côté tourné vers la recherche qui va fouiller. Oui. En fait, je dirais que c'est probablement la partie qui m'intéresse le plus. Partir à la recherche et bâtir une histoire. Je voulais absolument mentionner dans mon livre plusieurs noms de femmes parce que les femmes, elles sont généralement peu connues, peu retenues et donc on les oublie avec le temps. Donc, je tenais absolument à les mentionner dans mon livre, ce qui fait que vous allez retrouver des noms quand même assez importants. Je pense entre autres à Rina Lanier, qui est une poétesse du Québec qui a gagné des prix. C'est une grande poétesse du Québec. On n'en entend plus parler pratiquement jamais. J'ai pris soin de le mentionner dans mon livre et de laisser un de ses poèmes. Je pense entre autres à Gabrielle Leroy qui a reçu le Féminin en 1947. Gabrielle Leroy, on la connaît un peu plus, mais très peu savent qu'elle a reçu le Féminin en 1947. Moi, je trouvais que c'était important de glisser une conversation entre ma grand-mère et Nina qui parlait de cette personne-là.
parler de Nadezhda Mandelstam, un des grands poète russe du 20e siècle, c'est Osip Mandelstam. Mais on ne saurait rien de lui si Nadezhda n'avait pas retenu par cœur toutes ses poésies et si elle ne les avait pas fait imprimer après, quand Khrouchtchev a pris le pouvoir, parce qu'avant, c'était impossible. Alors, grâce à elle, on sait ça. Voyez-vous, grâce à Nina, on connaît l'œuvre de Kodacevitch, son amoureux, qui lui aussi est un très grand poète russe du 20e siècle. Mais c'est beaucoup Nina qui a travaillé fort à le faire connaître et à s'assurer que son œuvre ne meure pas avec lui. Voyez-vous? Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je pense à Émilie Lauré, la première femme qui a chanté le minuit chrétien. C'est pas rien. Alors, je voulais en parler. Mileva, Marie Einstein, on connaît beaucoup Einstein, on connaît très peu la personne qui était la grande calculatrice en arrière. C'est une experte en calcul et c'est elle qui l'a aidé dans sa théorie de la relativité, entre autres. Mais on ne sait pas ça. On oublie ces choses-là ou on ne sait pas carrément. Donc, vous remettez sur le devant de la scène et à l'honneur ces personnalités importantes et dont on a peu parlé peut-être par le passé. Alors, ça, c'est mon faire-valoir, donc ma grand-mère, c'est-à-dire Bertha, parce que c'est pas vraiment ma grand-mère, c'est Bertha étant un personnage fictif, et c'est grâce à ce personnage faire-valoir que j'ai pu amener cet échange entre les deux et produire un livre qui, d'après moi, me semble bien intéressant. Ouais. Concernant le processus de publication, en quoi est-ce que la publication du deuxième livre, le travail, a été différent du premier? Est-ce que ça a été plus facile parce que vous en saviez davantage? Oui, ça a été plus facile d'abord parce que je savais à quoi m'attendre et je savais que je n'aurais pas à attendre après des demandes ailleurs des réponses qui ne viennent pas. Alors, je me suis vite adressée à Sylvie Dulac, la propriétaire de Bouquinbec. Je me suis vite adressée à elle. Elle m'a dit, envoie-moi ça par courriel et je t'envoie à une graphiste qui va monter ton livre. Et on a travaillé ensemble, la graphiste et moi. Ça s'est fait très rapidement, là, en l'espace de 2 semaines et demie à peu près. Le livre était monté à mon goût. On a fait une première impression. Je fais la correction. Il y a toujours une première impression et l'épreuve est corrigée. On a fait ça et après ça, on passe à la mise en livre où nous sommes présentement. Oui. C'est effectivement... Très facilement. L'avantage aussi, la première fois de Bouquinbec, il ne faut pas oublier, c'est Bouquinbec, ils ont retenu un kiosque au Salon du Livre. Et donc, ils permettent à leurs auteurs de participer au Salon du Livre. C'est quand même un gros événement pour un écrivain d'aller au Salon du Livre. Alors, pour moi, ça l'était et j'étais très heureuse de pouvoir participer à ça. Cette année, c'est différent, mais regardez, ils organisent des lancements virtuels, c'est formidable. Oui. Oui, effectivement. Donc, cette année, le Salon du Livre de Montréal aura lieu de manière un peu différente. Il aura lieu quand même, si jamais ça vous intéresse, on a rédigé un article de blog à ce sujet. Vous pouvez aller voir toutes les informations. Ce sera principalement en ligne, il y aura des activités. Mais ça allait être, oui, une de mes prochaines questions. Pour ce premier livre, Une vie derrière soi, vous aviez eu l'occasion donc de participer au Salon du Livre de Montréal. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez imaginé un jour ou est-ce que ça a été... Non, je ne pensais pas. Pour moi, le Salon du Livre, j'imaginais ça très différent de ce que j'ai vécu et je ne pensais pas que j'aurais la chance d'y participer. Et quand on m'a offert d'y participer, j'étais honorée, en fait. J'étais honorée de le faire. Et je suis très contente de l'avoir fait. C'est une très belle expérience. Oui. D'ailleurs, ma famille est venue me visiter, mes amis sont venus me visiter. J'ai des gens qui m'ont apporté des fleurs. Écoutez, c'est quelque chose. Oui. Oui, c'est parfois, on entend parfois les auteurs dire que c'est le moment où ils réalisent vraiment qu'ils ont publié un livre. Ça peut être soit là, soit pendant le lancement, mais c'est une belle étape, oui, qui fait partie du processus et de ce cheminement-là. Oui. C'est une belle étape aussi, Louis, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'écrire, c'est un processus de solitude. Alors, vous êtes beaucoup de temps, beaucoup d'années dans la solitude de l'écriture.
même si on a la chance de lire parfois nos extraits à gauche, à droite, il reste que tout le processus est vraiment un processus de solitude. Alors, de pouvoir enfin être à l'extérieur et pouvoir parler un peu de l'âme qu'on a mis dans nos écrits, c'est vraiment très intéressant et très touchant. Et de le partager avec d'autres qui ont vécu exactement la même chose que soi. Ça aussi, c'est intéressant. Et c'est au Salon du Livre, c'est facile, c'est tous des auteurs qui sont là. Oui. Alors, une fois qu'ils sont publiés, j'attrape au passage une question. Où peut-on se procurer donc ces deux livres-là? Ah ben, tout simplement en allant sur le site de Bouquinbec. On a simplement à écrire Bouquinbec, Lisson Dubreuil, soit La vie derrière soi si on veut lire mon premier livre, ou Nina Berberova si on veut lire mon deuxième, et la page arrive. Vous avez deux formats. Il y a le format EPUB qui est en vente à 9,95 et il y a le format couverture souple. En fait, ça s'appelle type. Vous voyez type et vous choisissez type EPUB ou vous choisissez type couverture souple, 18,95 et quelques dollars pour l'envoi postal. Et c'est envoyé chez vous directement. C'est pas long, c'est assez rapide. J'ai quelques amis qui l'ont fait déjà et ils m'ont dit vraiment pas cher et rapide. Alors, c'est aussi simple que ça. Donc, Bouquinbec, La vie derrière soi, ou Bouquinbec, Lisson Dubreuil, Nina Berberova, et la page arrive. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel et je vous enverrai les liens qui vous amènent directement à Bouquinbec. Oui, effectivement. Donc, ça fait, nous, ça fait partie de la palette des services qu'on propose aux auteurs. On essaye vraiment de les accompagner de A à Z. Après, une fois que le livre est publié, il y a cette partie vente, distribution des livres qui est importante. Et donc, les livres de Lison, vous pouvez les retrouver sur notre librairie en ligne où on s'occupe ensuite, pour que l'auteur n'ait pas à gérer plein d'envois dans tous les sens, on s'occupe de les envoyer directement au lecteur. Le livre est très, très beau. Alors, je le montre à l'écran. Le livre est très, très beau, comme vous pouvez voir. Vous voyez? Est-ce que vous aviez une idée précise de ce que vous vouliez pour la couverture, le format, les polices? Voyez-vous, la belle photo que vous voyez là, ici, eh bien, c'est moi à la Grande Bibliothèque de France et je suis en train d'écouter une entrevue que Nina Berberova donnait à Patrick Poivre d'Harvard. La Bibliothèque nationale de France, je ne le savais pas, ne laisse pas sortir ces vidéos de France parce qu'ils sont très sensibles sur les droits d'auteur. Mais si vous allez là-bas, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez. Vous avez accès à tout, aucun problème. Si vous voulez prendre des photos, celle-ci, c'est une photo que mon mari a prise au moment où j'étais en train d'écouter avec les écouteurs absorbés. Je l'ai trouvée tellement belle que je l'ai choisie pour ma couverture. Mais j'ai des photos d'elle que j'ai prises sur l'écran parce qu'ils nous permettent de le faire et nous devons leur demander la permission de les utiliser dans notre livre. J'ai plusieurs photos dans le livre. J'ai les permissions de toutes les personnes parce que Nina Berberova a eu un premier étudiant qui s'appelle Merle Barker. Merle Barker. C'est son premier étudiant. Il est devenu son très grand ami. Ils ont voyagé ensemble un peu partout, enfin, beaucoup plus jeune qu'elle, naturellement. Et Merle Barker est devenu, à la fin de la vie de Nina, il est devenu son proche aidant, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, bien sûr. Et j'ai contacté Merle Barker en Californie. J'ai réussi à trouver son numéro de téléphone. Je l'ai contacté et il m'a donné l'autorisation d'utiliser toutes les photos que je voulais. Alors, j'en ai plusieurs. J'en ai glissé plusieurs dans mon livre imprimé et dans la formule EPUB. En formule numérique, l'avantage, c'est que les photos sont en couleur. Dans la presse imprimée, c'est pas en couleur. Et donc, c'est lui qui lui a fait acheter parce que, imaginez-vous que, comme elle a été très connue, elle a fait des sous avec la vente de ses livres, elle a pu s'acheter son rêve américain, elle a pu s'acheter un condo à Philadelphie dans un édifice qui s'appelle le Society Hill Tower. Society Hill Tower. Et elle a pu acheter un condo là au 10e étage à 90 ans. Imaginez. Parce qu'elle a été reconnue seulement à 85 ans. Alors, et cet édifice-là a été construit par M. P.,
celui qui a fait les pyramides du Louvre quand il était jeune. C'était une de ses premières œuvres, ni plus ni moins. Alors, elle se retrouvait presque comme à Paris avec M. P. Elle était bien orgueilleuse de ça, bien orgueilleuse de ce fait-là. Oui. Un lien, un pont au-dessus de l'Atlantique presque avec... Tout à fait, tout à fait, oui. Ici, une question d'une personne qui demande, est-ce que vous vous souvenez, combien de temps à peu près s'est-il passé entre le premier contact que vous avez eu pour chaque projet avec Bouquinbec et l'impression finale du livre? Ça a pris combien de temps à peu près? Pour mon premier livre, entre le premier moment où j'ai rencontré Bouquinbec et je leur ai soumis mon œuvre et la sortie de mon livre, il s'est passé à peu près 1 mois et demi, à peine. Ça a été très rapide. Dans le cas de mon premier livre, je voulais absolument qu'il y ait une personne qui fasse la révision littéraire. Donc ça demande du temps. Et après ça, le graphisme, ça a été long parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne savais pas quoi choisir, quel format de livre on choisit, quelle photo vaut la peine. Alors, j'ai pris mon temps pour tout faire ça. La deuxième fois, comme je savais dans quoi je m'engageais, donc je savais déjà quelle photo j'aurais, ma révision littéraire, j'ai eu la chance d'avoir 2 personnes qui étaient très connaissantes en français et qui me l'ont fait. Je n'ai pas eu besoin d'avoir recours pour le deuxième livre à une tierce personne de l'extérieur. Et le graphisme, alors ça s'est fait, je vous dirais, en dedans de 2 semaines et demie à peine. Et l'impression, quelques jours. Une fois que ça a été fait, ils m'en ont sorti un livre, j'ai fait la correction, je l'ai regardé à nouveau comme il faut. J'ai dit, d'accord, on y va, ça s'est réglé. 2 petites coquilles s'étaient glissées, c'est toujours comme ça, hein? On a beau lire et relire 20 fois. 2 petites coquilles se sont glissées. J'ai demandé à Émilie Côté, ma graphiste, de me faire des corrections. Bouquinbec a changé ça immédiatement le soir même. Et là, il n'y a plus de coquilles dans le livre pour les prochains livres que les gens vont acheter. Oui, effectivement, ça correspond à peu près au délai qu'on observe, oui, pour les projets de livres. Ce qui prend en général le plus de temps, comme vous le disiez, c'est la révision. Oui. Suivant la longueur du manuscrit, ça varie, ça peut aller de 1 à 2 ou 3 mois. Tout dépend aussi des échanges entre l'auteur et l'œuvre. Oui. C'est un livre de 190 pages, bien sûr, hein, faut quand même le mentionner. C'est pas un livre de 400 pages. Un livre de 400 pages, j'imagine que ça demande un peu plus de temps que ça. Un peu plus de temps, oui, effectivement. Ensuite, en général, oui, l'étape de la mise en page, le graphisme, c'est plus rapide. Ça se compte aux alentours de peut-être 1 à 3 semaines, en fonction aussi de ce que l'auteur désire et des indications qu'il donne. Et puis vient ensuite l'impression d'abord d'une copie d'approbation, un exemplaire unique du livre pour faire les dernières vérifications, pour que l'auteur vérifie que tout lui convient, tout est comme il l'avait désiré. Et puis finalement l'impression du tirage, tout dépendant aussi du nombre de copies, mais ça se compte en quelques jours, parfois 1 semaine et demie, guère plus. C'est un très beau service, Louis. Je peux le dire, là, c'est un très beau service. Si on pouvait avoir une distribution, au niveau de la distribution, il faut s'en occuper soi-même, mais ça, il faut voir avec les distributeurs. Le problème est à ce niveau-là, il n'est pas au niveau de Bouquinbec, au contraire, même plutôt. Mais si les distributeurs permettaient que Bouquinbec distribue dans toutes les librairies, il serait accessible dans toutes les librairies. Malheureusement, ça, là, il faut le faire soi-même. Donc, il faut aller cogner à chaque librairie. Mais en attendant, Bouquinbec les vend et ils les vendent. Ils font le service rapide. C'est pas long. On le commande et il arrive chez soi très rapidement par la poste. Alors, c'est quand même très bien aussi. Ouais. Oui, vous mentionniez donc un peu ce travail de promotion. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites un peu, ou vous avez 1 ou 2 astuces peut-être pour des auteurs? Moi, je le fais, surtout pour mon premier livre. J'avais à cœur qu'on puisse le trouver assez facilement parce que spontanément, quelqu'un qui entend parler de mon livre, spontanément, ils s'en vont chez Renaud Bré et ils disent, bon, l'avez-vous? Renaud Bré ne l'a pas, il t'appelle, comment ça se fait? Renaud Bré ne l'a pas, c'est ça. Demander aux éditeurs, aller cogner aux portes des éditeurs, pas des éditeurs, excusez-moi, des distributeurs, parce que c'est la distribution,
allez cogner aux portes de la distribution et demandez-leur qu'ils ouvrent leur jeu un peu, là. Ce serait vraiment formidable. Alors, comme c'est pas le cas, ben moi, j'ai été cogner aux portes des différentes librairies. Alors, j'ai été, à l'époque, Raffin appartenait encore à Raffin, et maintenant, c'est Renaud-Bré, je crois, qu'il l'a acheté. Archambault me servir au même. Alors, j'ai été cogné aux portes de Raffin, j'ai été cogné aux portes de l'Écume du Jour, qui a une merveilleuse librairie de quartier qui m'a beaucoup aidé, qui m'ont même fait un lancement et tout. J'ai été cogné aux portes de la librairie Fleury, j'ai été cogné à la porte de la librairie Monette, j'ai été cogné à part de tête. Ils m'ont tous dit oui. Mais il faut que moi, je fasse la distribution. Donc, il faut que je me promène et que j'aille porter ça partout. Renaud-Bré, ils m'ont dit, envoyez-nous votre livre, on va le lire. S'il passe le comité de lecture, on vous dira si on le prend ou pas. J'ai dit, parfait, je fais ça. Ils m'ont dit oui. La seule chose, c'est que dans mon premier livre, je parle bien sûr du marché Jean Talon, puisque j'ai grandi à côté du marché Jean Talon. C'était ma cour d'école presque. Alors, je voulais absolument qu'Archambault du marché Jean Talon en ait des copies. Ils ne voulaient pas. Ben, je les ai tellement talonnés qu'ils ont fini par en envoyer 10 copies pour arrêter de m'entendre. Une auteure résolue et déterminée. Ça a valu la peine, j'en ai vendu un. Oui, ça prend de l'énergie parfois. On essaye aussi de fournir aussi quelques ressources aux auteurs sur la question, par exemple, donc de la promotion. On a également un guide que vous pouvez retrouver s'il y a des personnes qui nous écoutent et que ça intéresse. Dans la section ressources de notre site internet, vous trouverez là un guide de la promotion. On a un guide pour un peu chaque étape en fait de la publication. Bon, très bonne suggestion. Je fais le tour un peu des questions. Je crois qu'on a répondu à beaucoup des interrogations qu'il pouvait y avoir. Je crois que ça fait bien le tour à la fois des questions que moi j'avais et que les gens avaient. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose peut-être pour le mot de la fin? Eh bien, oui. Pour le mot de la fin, j'aurais 2 petites phrases à lire qui me touchent à cœur, les 2. La première, c'est de M. Dormesson, que j'aime tant. Tout ce que nous faisons dans cette vie n'a aucune importance, mais la vie nous est donnée pour faire avec passion des choses sans importance. Et j'aimerais terminer sur un mot de Nina Berberova qui me touche aussi. Je l'ai écrit dans mon livre. Le sacré, mon chéri, c'est le devoir d'ennoblissement et d'élévation qui incombe à l'être humain. Je travaille là-dessus. Merci pour ces beaux mots alors, et on comprend mieux que vous soyez allé à la recherche pour mieux comprendre l'auteur derrière ces beaux mots. Oui. On va, je pense, mettre un terme donc à ce Facebook Live. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait nous écrire sur notre page Facebook, notre site internet. On est là pour y répondre. Pardon? Ils peuvent m'envoyer des courriels aussi s'ils le désirent, s'ils veulent plus d'explications, s'ils veulent avoir les liens pour acheter le livre par Bouquinbec. Je vous envoie ça avec plaisir. Et merci à vous tous de votre participation. J'ai reçu beaucoup de réponses comme quoi plusieurs sont là, y compris des amies anglaises. Thank you, girls, to be there. Eh bien, salutations à tous et à très bientôt alors.